Imagine un film, une comédie de science-fiction complètement barrée, avec Sam Rockwell qui débarque dans un diner en plein Los Angeles en affirmant venir du futur. I am from the future! Son objectif, recruter des gens totalement random pour empêcher la création d'une intelligence artificielle, pas une IA qui détruit l'humanité, une IA qui nous rend dépendants, qui nous endort, qui nous contrôle via nos écrans. Et le pire, c'est qu'il en est déjà à sa 117e tentative pour sauver le monde. Un concept totalement fou, un film satirique, drôle, sombre, qui parle directement de notre époque. Vous n'avez jamais entendu parler de ce film ? Eh bien, c'est normal, il est déjà mort. Avant même sa sortie en France. Aux États-Unis, il est sorti dans l'indifférence la plus totale, un flop. Personne n'en parle. Et pourtant, derrière ce film, il y a un réalisateur qui a littéralement façonné certains des plus grands blockbusters des années 2000. Gore Verbinski. Un des cinéastes les plus fascinants d'Hollywood, un mec capable de mélanger les genres, de créer des images dingues. Alors forcément, il y a une question qui se pose. Comment un réalisateur comme lui peut sortir un film que tout le monde ignore ? Et surtout, est-ce que le film mérite vraiment cet échec ? Parce que je vous le dis après cette vidéo, je suis presque sûr d'une chose. Vous allez avoir envie de le découvrir par vous-même. I come from a nightmare apocalypse. This is the height of fucking fashion. Bon, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir sur le parcours de Gore Verbinski, parce que c'est tout sauf un réalisateur lambda. Né en 1964 dans le Tennessee, il commence sa carrière de réalisateur dans la publicité et les clips musicaux chez Limelight Pictures. Il se fait remarquer par des campagnes iconiques, notamment pour Nike, Coca-Cola et surtout les célèbres grenouilles Budweiser qu'il a créées. Très vite, il passe au cinéma, mais avant de devenir un maître du blockbuster, Verbinski entre dans le cinéma par la comédie et le genre, notamment avec le film La Souris, sorti en 97, son premier long métrage produit par DreamWorks, qui est un succès commercial qui révèle son sens du rythme et de l'humour visuel. Ensuite, Le Mexicain, un road movie réunissant Brad Pitt et Julia Roberts. Et oui, je connaissais pas ce film. Malgré des critiques mitigées, il installe sa capacité à diriger des grandes stars. Et ensuite, Le Cercle. Hello? Before you die. Un tournant majeur, ce remake du film d'horreur japonais Ring est un immense succès critique et public qui va d'ailleurs lancer la mode des remakes américains des films d'horreur asiatiques. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Mais en 2003, son destin bascule, lorsqu'il est appelé à la réalisation d'une adaptation risquée d'une attraction Disney. La malédiction du Black Pearl. Le film explose tout et rapporte 654 millions de dollars, presque 4 millions d'entrées en France pour un budget de 140 millions, et finit d'ailleurs de transformer Johnny Depp en superstar mondiale. Il réalise ensuite les deux suites, Le Secret du coffre maudit qui franchit le milliard de dollars, et Jusqu'au bout du monde, le troisième volet, et à l'époque, c'est des phénomènes. On parle de près de 7 millions d'entrées pour le deuxième volet en salle française. Aujourd'hui, des blockbusters américains qui font plus de 6 millions d'entrées, c'est pas tous les jours. Ce dernier était à l'époque le film le plus coûteux jamais produit, avec un budget de plus de 300 millions de dollars. Verbinski devient alors un réalisateur capable de générer des milliards. Mais on pourrait se dire que Verbinski se repose sur une franchise qui est devenue connue, mais en 2011, il se lance dans un projet à 360, l'animation avec Rango, un hommage dédié au western, et ce film, il va lui valoir l'Oscar du meilleur film d'animation en 2012. C'est pas rien. À ce moment-là, tout devrait être simple. Et justement, c'est là que les problèmes commencent. Le premier traumatisme, tout a basculé avec The Lone Ranger. Alors moi personnellement, ce film je l'aime bien, oui, je le trouve pas mal. Mais ça a été un four, Malgré sa virtuosité, le film a coûté 250 millions de dollars et n'en a rapporté que 260 millions. Un désastre compte tenu des frais marketing. Disney a été si embarrassé d'ailleurs par cet échec que le film est longtemps resté introuvable sur la plateforme de streaming. Et le pire, parce que c'est pas tout, c'est qu'il va récidiver. Parce qu'après une première mise à l'écart, Verbinski va revenir quelques années plus tard avec A Cure for Wellness, ou A Cure for Life en français. Bien qu'il s'agisse d'un projet plus personnel et horrifique, le film est un nouveau flop. Verbinski est le réalisateur qui a rapporté des milliards à Disney avec Pirates des Caraïbes, mais Hollywood semble désormais incapable de lui confier les budgets conséquents, car il a une vision jugée un peu trop... weird en fait. Et dans l'industrie, ça a un nom, ça. Le director jail, une sorte de prison invisible. En gros, peu importe ton talent, plus personne ne veut travailler avec toi. Résultat, une absence de près de 10 ans.
Ouais, ça fait plutôt cash à Hollywood. Une période durant laquelle plusieurs de ses projets vont être avortés. Il avait prévu d'adapter le jeu vidéo BioShock, annulé parce qu'il refusait de baisser son budget et de baisser en classification. Le film de super-héros Gambit et le film d'animation Katy Wimpus chez Netflix. Alors Katy Wimpus, j'avoue que je ne... Et c'est dans ce contexte très particulier que naît Good Luck, Have Fun, Don't Die. Alors contrairement à ses précédents films, celui-là ne vient pas d'un studio, C'est un projet de longue haleine qui a mis des années à exister, qui se retrouve loin d'ailleurs des standards habituels de Gore Verbinski, mais ça, on y revient plus tard. À la base, c'était même une série. Le scénariste Matthew Robinson a initialement conçu l'idée sous la forme d'un pilote de série télévisée intitulée Don't Trust Anyone Under. Cependant, Robinson a rapidement réalisé que le concept, bien que thématiquement riche, ne possédait pas la structure nécessaire pour soutenir plusieurs saisons télévisuelles. Il a alors pivoté vers un format de long métrage. Le scénario a circulé au sein de Freeheart Entertainment pendant plusieurs années, subissant de multiples séances de développement avant de croiser la route de Gore Verbinski en 2020. Verbinski a été immédiatement captivé par le monologue d'ouverture de Matthew Robinson, qui amorce le film et qui est très bien fait, je ne vous spoil pas. Fuck you two. I come from a nightmare apocalypse. This is the height of fucking fashion. Y voyant une urgence thématique qui résonne avec ses propres inquiétudes concernant l'intelligence artificielle et l'aliénation technologique. Le réalisateur et le scénariste ont ensuite passé 2 années supplémentaires à affiner le texte pour adapter le récit face à l'évolution rapide finalement de l'IA générative dans notre propre monde. Mais problème, aucun studio veut financer ça. Non, sans blague, il n'y a pas de licence, pas de franchise, c'est forcément risqué de nos jours. Résultat, le film finit financé par une société allemande. Oui, c'est pas une connerie, c'est la société allemande Constantin Film qui a financé la totalité du projet pour un budget très confortable de 20 millions de dollars. Ouais, bon, pour un réalisateur habitué au budget de 200 millions, on va dire que cette contrainte budgétaire a nécessité une approche radicalement différente de la mise en scène. Et Verbinski, du coup, il doit se réinventer. Le film, il a été donc tourné totalement en Afrique du Sud avec des contraintes énormes, principalement pour des raisons de coûts et de crédit d'impôt, comme on peut l'imaginer vu ce budget. Mais au lieu de simplifier d'ailleurs, Verbinski, il fait l'inverse. Alors qu'un tournage classique, ça tourne autour de 44 plans par jour. Verbinski il a maintenu un rythme frénétique de 50 à 70 plans quotidiens. Pour économiser, certains plans de drone à Los Angeles ont même été volés sous la pluie sans permis officiel. Et ça devient de plus en plus border ce tournage. Et sur le papier, tous ces éléments donnent un film ultra intéressant. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Alors le film il sort aux États-Unis et là, catastrophe. Le film subit un échec commercial cuisant lors de sa sortie en salle aux États-Unis le 13 février 2026. Produit, comme je l'ai dit, pour 20 millions de dollars, le film n'en a récolté que 9,3 millions au niveau mondial. Pour un film de ce budget, les recettes en salle ne couvrent même pas les frais de production initiaux. Le week-end d'ouverture est faible et derrière, c'est une chute vertigineuse de plus de 57% de fréquentation. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi ? Plusieurs facteurs expliquent pourquoi le public s'est pas déplacé. Tout d'abord, le film a été distribué par Briarcliff Entertainment, une petite structure indépendante qui n'avait pas les moyens marketing, on va dire, des grands studios pour imposer une œuvre originale. Le film est sorti aussi le même week-end que des poids lourds comme Hurlevent, Goat ou Crime 101, rendant le film quasiment invisible pour le grand public américain. Dans le contexte économique actuel, de nombreux spectateurs aussi ont préféré attendre finalement la sortie VOD pour ce genre de film jugé un peu bizarre, satirique, et finalement préfèrent réserver leur sortie cinéma pour les gros blockbusters et le grand spectacle. Alors malgré tout ce qu'on vient de dire, moi je trouve qu'il y a plein d'éléments dans ce film qui m'ont marqué. Déjà, je trouve que le casting est vraiment excellent. Sam Rockwell est vraiment très drôle, borderline dans le film, et tout le reste du casting tient plutôt la dragée haute également, je trouve. Ensuite, moi j'ai bien aimé l'idée du film. Il y a quelque chose de très libre, il y a une vraie énergie créative, une sorte de Everything Everywhere All at Once dans l'idée. Ah bon, c'est pas à ce niveau non plus, mais c'est l'idée. Verbinski est un défenseur acharné du cinéma fait main, et ça se sent, à part quelques passages un peu obligés. Lui, il insiste sur des méthodes exigeantes pour garantir un rendu plutôt authentique, et ça se sent. Verbinski, pour moi, c'est l'un des rares réalisateurs capables encore aujourd'hui d'oser mélanger les genres disparates avec une aisance totale, comme le prouve l'horreur injectée dans Pirates des Caraïbes, le western métaphysique de Rango. Cependant, cette vision un peu weird est devenu un vrai risque pour les studios. Pour moi, le cinéma de Verbinski cache souvent une critique acerbe du pouvoir et du capitalisme. Ici, il s'attaque violemment à l'aliénation causée par les réseaux sociaux et l'IA, décrivant cette dernière non comme une machine à tuer, mais comme un prédateur psychologique qui nous rend inutiles en nous offrant un confort artificiel. C'est pas toujours le plus fin dans l'idée,
mais je trouve que l'ambition est là et la réalisation aussi. On sent aussi, je trouve, pas mal l'influence de Terry Gilliam, qui est également palpable dans le traitement absurde et satirique du voyage temporel. Et enfin, je dirais que la thématique de l'addiction technologique et la manipulation de la réalité rapproche le film des préoccupations de la série Black Mirror, où l'écran devient un miroir noir déformant l'humanité. Bref, moi ça m'a fait mal au cœur de voir un pareil échec pour un film de ce type. À moins que... Et oui, malgré son échec en salle, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel car le film connaît une seconde vie inattendue. C'est un succès en VOD. Dès sa sortie digitale, le film s'est hissé dans le top 5 des films les plus regardés sur Apple TV, Amazon et iTunes aux États-Unis. Ce qui prouve qu'il existe un public pour son cinéma exigeant en dehors des circuits traditionnels. Et puis, grâce à ses excellentes critiques, quand même 83% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, le film est déjà qualifié par certains de nouveaux classiques cultes. Bon, c'est un peu abusé, c'est pas à ce niveau. Grosso modo, le film est un flop, mais les gens le voient et l'aiment beaucoup. Ça, c'est le paradoxe. Et c'est peut-être ça, le vrai problème. Verbinski fait un cinéma étrange, hybride, difficile à classer. Un cinéma qui mélange les genres, qui critique le monde moderne, qui parle d'IA, de manipulation, d'aliénation. Bref, un cinéma qui ne rentre pas finalement dans les cases, et aujourd'hui, c'est exactement ce que les studios évitent. Au final, Good Luck, Have Fun, Don't Die est peut-être un échec. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que le film pose une vraie question. Est-ce qu'Hollywood est encore capable de soutenir des visions originales ? C'est pas une question neuve, mais elle se repose ici. Et peut-être que Verbinski, comme ces personnages un peu paumés, essaie juste de nous dire quelque chose, de nous réveiller, de nous alerter. Même si personne n'écoute. Et vous, est-ce que vous allez donner votre chance au film lors de sa sortie en France ? Et si vous aimez le cinéma et ses coulisses, abonnez-vous. Parce qu'ici, on parle aussi des films que personne ne regarde, et on va essayer d'aller plus loin derrière l'écran. Salut.